Bonjour à tous, Philippe Braun, je suis à l'Institut Arvalis, l'Institut des céréaliers basé à Nîmes. Et je vais essayer de rapprocher un peu ces morceaux en se disant, allez, on va tous passer à l'agriculture biologique, pas sûr. On va tous continuer à mettre beaucoup d'herbicides, pas sûr non plus. Donc finalement, entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous rappelez en quelques mots d'abord le contexte de tout ça. La première chose, c'est de rappeler qu'une adventice, c'est nuisible. Ça a l'air bête de dire ça, mais lorsqu'on prend tous les essais Arvalis, qu'on compte les petites plantes de régras qu'on a, et qu'on regarde la perte de rendement, vous voyez, on arrive à déterminer comme ça ce qu'on perd si on les laisse en fonction de la quantité qu'il y a, et à publier des choses que vous trouvez dans beaucoup de messages techniques, qui sont, vous perdez à peu près 5% de rendement à partir de... Alors il y a des mauvaises herbes plus compétitives que d'autres, les grosses, il y en a des moins dangereuses, les petites, tout ça c'est assez banal, mais ça donne une idée de l'enjeu si on laisse ça. Et puis, il ne faudrait jamais oublier les aspects qualité de la récolte. Hein. C'est humide, etc. Il y en a qui l'ont parlé, il faut ventiler. Il y a des espèces de coûts induits qui ne sont pas toujours bien chiffrés dans cette affaire-là. Ça, on le sait. Vous dire qu'à l'échelle mondiale, les gens qui cherchent là-dessus disent que les adventices, dans les pertes totales de production, si on ne fait pas de protection des cultures du tout, ce qu'on constate dans certains pays, en Afrique par exemple, ou d'autres endroits du monde, on est à peu près à 55% de pertes si on ne fait rien, et les mauvaises herbes sont autour d'une quinzaine de pourcents, à peu près à parité avec les maladies et les insectes. On a toujours désherbé en agriculture. Toujours. Si vous cherchez des vieux textes grecs, Xénophon, machin, on va enlever, etc. L'image là, alors c'était souvent les femmes et les enfants qui s'y collaient, à quatre pattes par terre. On estime, on trouve ça dans les manuels d'agriculture du XVIIIe siècle, 12 jours par hectare et par an pour désherber 1 hectare de blé, environ. Et je ne suis pas sûr qu'ils étaient aux 35 heures, ces gens-là, en ce temps-là. Donc ça devait faire quand même pas mal de travail. On verra que dans tous les exposés, tout ce qu'on nous a dit, on est en train de discuter d'énergie, finalement, à dépenser pour quelque chose. À cette époque, elle n'était pas mécanique, elle n'était pas chimique non plus, évidemment. Elle était manuelle, quoi. C'était de l'énergie de bonhomme. Par contre, on sait aussi qu'on a de moins en moins de matières actives herbicides autorisées. Ça, ce sont les nouvelles autorisations. Elles sont rangées. Alors, je parle bien de matières actives, pas de produits commerciaux, parce qu'on peut mélanger des trucs, faire des sous-marques, etc. Là, on est en train de parler de matières actives. Donc, l'heure de gloire a été dans les années 60-70, où, en moyenne, sur 5 ans, il y avait 25-30 nouvelles matières actives qui apparaissaient. Et puis, c'est en vert, ça baisse évidemment fortement. Et puis les retraits, eux, ils ne cessent d'augmenter. Donc aujourd'hui, la panoplie pour les agriculteurs, on le sait tous, elle se restreint fortement. On n'imagine pas que ça change, tant à la fois les contraintes sur l'homologation des produits sont de plus en plus fortes, c'est de plus en plus surveillé, donc on ne voit pas qu'on nous trouve des choses. Et même chimiquement parlant, c'est pas évident de trouver des nouveaux modes d'action qui vont tuer un régras en passant par la gauche, alors qu'on ne les a pas trouvés depuis 50 ans. Il n'y a pas qu'à claquer des doigts pour en trouver plein, c'est pas si simple. Enfin, on a de plus en plus d'adventices résistantes. Alors ça, c'est le monde entier, c'est pas le sud-est de la France. C'est un cumul d'espèces. Ici, ça se lit en nombre d'espèces. Le coquelicot en est une, la moutarde une autre, le panique une troisième, etc. Résistantes aux grandes familles d'herbicides que vous connaissez, les sulfonylurées. Je ne vous reviens pas sur le détail de ce que c'est. Il y a à peu près une 150 espèces résistantes au sulfo dans le monde. Et vous voyez la grimpette en flèche depuis l'utilisation. Ces produits ont été découverts au début des années 80. Puis après on s'en est servi beaucoup, on sait ce que ça donne, c'est pas bien loin de la médecine tout ça, mais même des choses plus lentes à réagir comme le glyphosate voient apparaître. Aujourd'hui on a une trentaine d'espèces dans le monde qui sont résistantes au glyphosate, et les gens de la région savent bien que le régras dans certaines vignes, on l'a plus au glyphosate dans certains endroits. Dans la région, ça vous le regarderez tranquille, on mettra le truc sur le site, mais on court après les mauvaises herbes résistantes et on voit qu'en France méditerranéenne, on a du régras résistant au groupe A, au groupe B, du coquelicot résistant au groupe B. On commence à voir apparaître en France des coquelicots résistants aux hormones. Ça ne cesse de s'agrandir. Ça, c'est une idée de la carte des coquelicots résistants aux sulfo et hormones en France. Franchement, je ne vois pas pourquoi en Lozère, il y aurait du coquelicot résistant aux hormones et aux sulfos et pas chez nous. Ce serait quand même, je pense que c'est juste qu'on ne l'a pas ramassé et qu'on ne l'a pas fait tester, mais ce serait une très grosse surprise. On va vers le multirésistant, résistant à un groupe et à un autre, ce qui fait qu'on peut
pas facilement jongler entre les herbicides, pas autant qu'on voudrait. Notez qu'on a les premières ambroisies résistantes au sulfo du côté de Lyon. C'est pas trop bien une bonne nouvelle sur le côté maîtrise des enquiquinements que procure cette plante-là, vous vous en doutez. Les prochaines sur la liste, c'est stellaire matricaire qui commence à apparaître là-haut, là. Alors c'est pas chez nous, vous direz, mais ça va vachement vite, hein. Et c'est pas du voyage de mauvaises herbes, c'est une répétition de pratique que vous connaissez. Bon, ça c'était le contexte. Donc le tout chimique et sa facilité ont vécu. J'ai écrit, il nous faut en faire notre deuil, et je pense que c'est un peu ça. Qu'on soit agriculteur, préconisateur, c'était cool, c'était simple. C'était comme un médecin qui vous dirait oh, vous picolez, oh, vous fumez aussi, ouais, vous ne faites pas de sport, mais je vais vous trouver un médicament pour vous tirer d'affaire. Ben, on sent bien que si on avait un médecin qui nous disait ça, ou un client, si on est médecin, qui disait ça, en disant allez, tu vas bien m'arranger ça, on se dirait non, quand même, là, franchement, faut dépasser ce stade-là. Donc je ne suis pas un fervent partisan du bio, je ne suis pas un fervent partisan du tout chimique non plus. Ce que je vois, c'est qu'on s'en est beaucoup servi, on arrive à des limites, elles sont évidentes, pas que sur des aspects réglementaires ou pression sociétale, hein, même bêtement techniques aussi. On se doute bien que la solution, ça va être un mélange de prévention et de désherbage, et dans le désherbage, je le mets chimique ou mécanique, on va voir, selon ce qu'on peut faire, ce qu'on aura le droit de faire, mais quoi qu'il en soit, même avec du mécanique, si on n'a pas de la prévention avant, ben on va pouvoir en passer des coups de RC-tri et de je ne sais quoi, et jamais s'en sortir pour autant. On se doute bien que sur un océan de raies-gras, ben voilà, bon, on les aura pas toutes, et puis... Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On parle donc de prévention avant toute chose. Premièrement, regardons ça, un champ de tournesol avec une bordure spontanée. Spontanée, je veux dire que l'agriculteur, ben, écoutez, il a poussé ce qu'il a poussé. Il y a pas mal de chardon et c'est de l'armoise. C'est pas de l'ambroisie, on a de la chance, mais bon, ça finira par l'être. Celui-ci est dans la région, c'est du colza, pas très très bien levé, et en bordure, là, on a Force Chardon-Marie, qu'on connaît bien. Bon, c'est du costaud, du balèze. Et puis on peut trouver ça, alors elle n'est pas chez nous, elle est en Bretagne, cette photo. Il y a une haie et il y a une bordure semée, elle est soigneusement tondue par l'agriculteur au moment ad hoc, au moment où ben, ça va faire des graines et on le tond à ce moment-là, et bien sûr, on a moins de graines dans le champ qui viennent s'éparpiller. Premier truc tout bête, on s'est un peu déshabitué à gérer nos bordures. Alors, ce n'est pas toujours nos bordures, c'est parfois la bordure de la route, et c'est la municipalité qui devrait s'en occuper. Mais il y a quelque chose à faire entre agriculteurs et municipalité pour ne pas laisser s'installer en bordure des choses qui vont pourrir vos parcelles, c'est évident, ensuite. Il y a des épareuses, il y a des tas de trucs, je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de choses. Les municipalités nous disent qu'elles veulent réduire le nombre de passages. Il y a une discussion à avoir. Il y a certainement un bon moment et un bon nombre de passages. Là où ça a été travaillé dans d'autres régions, ils sont allés tester et si je les broie en mai, et si je les broie en juin, et si je les broie en juillet, et si je les broie à 10 cm, et si je les broie à 15, etc., qu'est-ce qui s'améliore? Par exemple, en Bretagne, là, c'est attendez juillet. Vous pouvez vous limiter à 15 cm, vous n'êtes pas obligé de raboter le sol comme des malades, mais il faut au moins descendre à 15 cm, et dans ces cas-là, la folle avoine n'est plus là, le chardon-marie n'est plus là, etc., puisqu'on les embête à un moment clé du cycle. Ça, j'y étais pas hein, au XVIIIe siècle, les machins là, malgré mon air, mais sûr qu'ils faisaient des choses comme ça, qui ne laissaient pas s'installer des trucs en bordure pour ensuite les retrouver dedans et envoyer l'armada de petits cueilleurs essayer de les sortir du champ. La deuxième chose, les graines d'adventice à la moisson. Voilà, on a ça, du raiegras, on a une moissonneuse qui va ramasser et puis sortir à l'autre bout des pailles, des menus pailles. Où est-ce qu'elles sont nos graines d'adventice à la moisson? Une partie est par terre, avant la moisson. Une partie tombe par terre sous l'effet de la moissonneuse. En raiegras, on estime que c'est à peu près 50% qui soit a dégringolé avant, soit dégringole par le seul fait de secouer les épis et s'affiche le camp par terre. Il y en a dans les menus pailles, il y en a dans la machine elle-même, il y en a dans le grain, évidemment, et il y en a dans la paille récoltée. Les bonnes pratiques de base, on les connaît, bien répartir les pailles, mais est-ce qu'on le fait tous? Terminer la moisson par les parcelles les plus sales, mais est-ce qu'on le fait tous? Nettoyer les grilles des moissonneuses, mais est-ce qu'on le fait tous? Et je rajoute informer les acheteurs de paille. J'étais la semaine dernière dans l'Aveyron. Ils n'ont jamais utilisé de sulfonylurée sur raiegras et ils ont des raiegras résistants au sulfo. Parce qu'ils ont acheté de la paille par ici. Et qu'ils l'ont récupéré avec. Et que, c'est comme quand vous faites la bise à un gars très enrhumé. Hein. Et voilà, et vous la refilez.
Donc, il y a à informer aussi nos acheteurs de paille que, ouais, on peut avoir ce genre de problème-là et que les choses voyagent, hein, quand on achète son géranium. Enfin bref, je vous fais pas un dessin, il faut bien que ça vienne de quelque part, tout ça. La récupération des menus paille, on a trouvé 18 agriculteurs, moitié nord de la France, qui sont équipés de récupérateurs de menus paille. La quantité de graines de raiggras qu'on sort du champ avec ces trucs-là est environ à 50%. Bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, comme vous voulez, mais c'est 50% quand même qui ne germeront pas dans votre affaire. On passe comme ça de environ 15 000 graines de raiggras mètre carré, sur des parcelles pas très sales, ce qui est monumental, à 7 500, ce qui est encore pas mal, merci. Mais, donc ça, à l'avenir, certainement, un peu, et forcément en CUMA, etc. Enfin bon, la rotation, on en parle beaucoup, sauf que dans la région, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On a parlé d'irrigation. Ce schéma qui est très connu, c'est, ben voilà, le raiggras, le vulpin, il y en a plein dans le colza, mais il n'y en a pas dans le maïs sorgho parce qu'il n'arrive pas à lever, c'est pas son heure. À l'opposé, le panique faux millet, il y en a plein les maïs, mais il n'y en a pas le colza parce que c'est pas son heure. Alors c'est clair que si on a du raiggras et qu'on met un tournesol ou un maïs, on va arranger nos affaires de ce côté-là. Pourquoi c'est si clair que ça? Parce que la graine de raiggras a une durée de vie modeste. En 2-3 ans, elle est morte. Pratiquement 100% de la population. Donc si on gère bien son affaire, on peut s'en tirer. Si on a par contre de l'ambroisie ou de la lampourde, l'efficacité est limitée. Évidemment, elle ne pousse pas dans le blé ou très mal. Par contre, la durée de vie de la graine est telle que ce n'est pas en une année de maïs que tout ça, ça va mourir, donc on va se les garder quand même. Et puis enfin, il y en a où ça ne marche pas, parce que les matricaires ou les moutardes, bah, ça lève un peu tout le temps et un peu partout. Donc vous pouvez bien jouer à faire des rotations de culture. Ça ne va pas changer beaucoup la vie. Ça nous dit quoi, ça? Ben, qu'on a intérêt à bien connaître nos parcelles, presque les unes après les autres. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour enregistrer ce qu'il y a sur vos parcelles. On ne peut plus vivre en disant on fera partout tout pareil parce qu'on verra bien. Non, il faut se dire, tiens, ça c'est une parcelle à Follawan, c'est une parcelle à ça, et du coup, je vais, dans les années qui viennent, prendre en compte cette affaire-là pour, en effet, pas me contenter de, allez, sortons l'herbicide, et puis Dieu reconnaîtra les siens dans cette affaire. Les rotations efficaces dans la région, luzerne, on en a beaucoup parlé. J'avais envie de dire tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites de vos 3 années de luzerne? J'espère que ça vous rapporte un peu d'argent, parce que ça fait la moitié du temps où il y a une luzerne. Il faut espérer qu'il y ait beaucoup d'acheteurs de luzerne et qu'on la vende correctement. En tout cas, dès qu'on fauche, les annuels, tout ce qui est... Bon, je ne vous fais pas un dessin, les vivaces aussi. Hein. Avant, on éliminait les vivaces comme ça, les chardons, tout ce qui dépasse un peu, les liserons, avec un système de fauche. Culture d'été, on en a parlé un peu. L'idéal, c'est quand même, d'abord, ça marche vraiment que sur les graminées d'automne. Ça marche vraiment que sur raiggras, vulpin, brome. Sur le reste, moyen. Mais si on en fait 2 ans de suite, du genre sorgho tournesol, par exemple, même tournesol pois chiche, qui est déjà un peu d'été, enfin il est un peu entre les deux, ben on arrive à épurer des parcelles, oui. Et puis, alors je reste dans les herbicides, hein, on peut être amené à choisir une culture parce qu'on sait qu'il y a un herbicide dessus qui marche vachement bien sur la mauvaise herbe qui nous pose souci. Donc à bouleverser sa rotation en disant, après une année de raiggras, je vais décider de faire un colza avec herbe, parce que le duo, là, il est très très bon sur raiggras, et je vais m'en dépatouiller en 1 an ou 2. Donc c'est une autre façon de voir la rotation. En tout cas, on a des armes, mais un peu moins extraordinaires qu'on ne le dit souvent en matière de rotation. Travail du sol. Je ne vous refais pas ça, mais les gens qui sont en bio, les gens qui ne mettent pas d'herbicides, ils passent des outils, notamment l'été quand ils ont des vivaces, pour sortir les rhizomes. Et ils ne passent jamais des outils à disque qui coupent, ils passent des outils à dents qui sortent. C'est assez évident. Au prix d'une consommation de gazole qui est assez considérable. On discutait avec Christophe il y a quelques semaines, on était à 30 litres hectare à peu près en moyenne sur un outil qui travaille très profondément. Donc oui, il faut savoir que c'est ça. C'est aussi ce qu'on faisait avant. Hein. On extirpait l'été les choses du sol. On ne les laissait pas atteindre l'automne. Travail du sol. Le faux semis, je vais vous la faire rapidement. On sait tout ça. Il faut travailler pas profond, il faut bien rouler. Il faut faire ça, si possible, juste après la récolte. Avant ou juste après une pluie. Ne me faites pas de commentaires, s'il vous plaît, sur les pluies de cette année. J'y suis pour rien du tout. Donc, dans la région, ça marche des fois, et puis d'autres fois pas. Bon. Éventuellement, on retarde son semis. Quand on arrive à faire tout ça, on a des résultats qui ne sont pas ridicules. C'est un essai dans le Lot. Eh bien, on est passé de 600 et quelques raiggras à, disons, la moitié. On a encore un 50% d'efficacité. Ben tiens, encore une bouteille à moitié vide et à moitié pleine, le faux semis.
et qui sera complètement vide des années comme celle-ci, parce qu'il fait sec et que ça ne marche pas. Les couverts en interculture. Un trèfle un peu rampant, il est passé 40 adventices au mètre carré dedans. Une veste un peu plus grosse, il en est passé que 30. Une moutarde bien plus costaud, il en est passé que 17. On sait ça assez bien. Évidemment, on est dans un pays pluvieux, là-haut, en Beauce. Donc on arrive à tout faire lever comme on veut. Bon, eh ben, l'interculture, ça peut être étouffant, à condition que ça pousse, c'est évident. Et puis il y a un truc d'une banalité considérable mais utile. Si on met des espèces qui poussent vite et qu'on sème tôt, ça étouffe beaucoup. Il faut arriver à ça, hein. 3 tonnes de matière sèche. En gros, 10 cm de hauteur, 1 tonne. 3 tonnes, 30 cm de hauteur. Voilà, je ne sais pas si je suis grand comme il faut, mais ça doit être à peu près par là. Si on n'arrive pas à ça, alors c'est pas nettoyant. Ou extrêmement peu, et ça ne vaut pas le coup de s'embêter à faire ça. Enfin, le labour. On a beaucoup parlé de labour, et ça, on le connaît depuis longtemps. Il y a des graines, le taux annuel de décroissance, c'est le pourcentage de mortalité annuelle d'une graine, si on la laisse comme ça. Le brome, la folle avoine, quasi 100%. En 1 an, la semence, elle est plus bonne à rien. Il y en a d'autres, c'est des plus compliqués, gras, mais pas encore trop. Puis il y a les vrais coriaces, qui, même après, vous voyez, au bout d'1 an, il n'y en a que 10% qui sont mortes. Alors 10% par an, ben, vous n'êtes pas arrivé. Donc on sait ça, c'est qu'un labour, vis-à-vis de ça, c'est super. En 1 an, vous les fourrez dessous, ça va. Vis-à-vis du régras, même du gaillet, 3 ans à les laisser mariner dans leur jus dessous, ça va. Pour les autres, c'est beaucoup plus délicat. Un coquelicot, il faudrait 7-8 ans à lui faire séjourner en profondeur pour qu'il daigne ne plus lever du tout. C'est très très long. Quant au mouron ou au rumex, c'est pas une éternité, mais à l'échelle agricole, c'est très longtemps. Donc on sait se servir du labour aussi. On a des résultats là-dessus, ici sur Arles, où un agriculteur submergé de régras dit bah, labourer. Ah ouais, mais je ne voulais pas. Bah si, labourer quand même. 67% de réduction de population de régras, c'est pas rien en 1 an. Celui-là que j'ai piqué chez Syngenta, on est sur du pluriannuel, pas de labour du tout, labour 1 an sur 3, labour tous les ans. Un vieux truc connu des agriculteurs, c'est que quand on veut faire crever des mauvaises herbes, il faut les enfouir, mais il ne faut pas les remonter l'année d'après. Ce n'est pas une très très bonne idée. Donc on arrive à ce petit jeu à les laisser dessous le temps qu'il faut pour avoir une bonne réduction du taux de graines. Celui-là, il est vachement compliqué, mais je vous l'explique rapidos. On a quand même la chance d'avoir, pas très loin d'ici, on est à côté de Toulouse, un essai pluriannuel. C'est une rotation hyper basique, pas vraiment ce qu'on recommanderait, mais des fois on fait ça parce qu'on n'a pas bien le choix. Tournesol blé, tournesol blé, tournesol blé. La base, c'est je ne travaille le sol que superficiellement. Ces petits machins-là, c'est censé être une espèce d'outil à dents et pas une charrue. Regardez l'envolée de quantité de mauvaises herbes. On est en plantes mètre carré. Chaque couleur, c'est une adventice différente. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On part en 2011, on finit en 2016, et on voit s'envoler les quantités d'adventices quand on ne laboure pas. Quand on laboure, on les tient. Voilà. Ce n'est pas monumental, il y en a toujours un fond, mais on les tient. On a tenté là-dessus le désherbage conventionnel, IFT 2, c'est-à-dire plus ou moins 2 herbicides en moyenne sur le tournesol et le blé, en moyenne sur plusieurs années, ou le désherbage éco-phyto. On est tombé en labour à 0,6, c'est-à-dire moins d'un herbicide hectare par an, et en non-labour à 0,9. En non-labour, c'est là qu'on s'envole le plus, hein, si on baisse l'herbicide, c'est logique. Déjà qu'en en mettant 2, c'était pas suffisant. Alors si j'en mets plus que 0,9, ben, je m'envole méchamment. Par contre, en labour, vous voyez que l'herbicide réduit, c'est toujours le deuxième. Il est un peu plus élevé, mais c'est pas tragique. On arrive à baisser notre quantité d'herbicide en faisant une touille, je laboure et je réduis mon herbicide. Qu'est-ce qu'on fait? On a la chance d'avoir du tournesol. Comment on réduit aussi fort? Parce qu'on fait du désherbinage sur tournesol. Donc on passe la bineuse en interrang et on met juste l'herbicide sur le rang. Évidemment, c'est une forte diminution. En gros, on en met environ 1/3 de la surface, c'est tout. C'est facile de diminuer quand c'est comme ça. Bon. Donc il y a des moyens d'en mettre moins, de le cibler et de jouer, mais on aura échangé du chimique contre de l'énergie, comme toujours. Donc la prévention, elle nous oblige à anticiper, savoir ce qu'on va avoir. On ne peut pas se pointer un matin de février en disant « au fait, il y a quoi ?» Voilà, ça, c'est plus possible du tout, du tout. Essayez d'imaginer la gestion des mauvaises herbes sur plusieurs années.
je vais changer de culture et je vais changer de technique parce que je suis embêté cette année en anticipant les années suivantes. Identifier les voies d'entrée des adventices dans la parcelle, on a parlé, il y en a qui viennent juste de votre bordure, il y en a qui viennent de la moisse-batte, il y a des choses à faire. La prévention va être un outil systématique et le labour va être le premier d'entre eux, notamment sur graminées annuelles et vivaces. Je ne vois pas qu'on s'en passe. Et une réflexion sur la gestion des bordures. Faire un bilan avant de passer au désherbage chimique, c'est-à-dire est-ce que ma prévention m'a amené à propre, presque propre, ou vraiment pas terrible, pour pouvoir s'adapter d'une année sur l'autre. Le désherbage lui-même, juste une remarque, pour vous parler de trop de produits, ça ce sont des photos qui sont prises dans la région. J'ai rien contre la bouillie bordelaise et la vigne, mais c'est juste que ça se voit vachement bien. Si on fait ça avec un herbicide blé, il y en a peut-être autant, hein, j'en sais rien, sauf que ça ne se voit pas. Là, on voit bien, hein, bout de parcelle, et puis dans le ruisseau qu'il y avait derrière, pas jojo. Le cuivre, c'est pas bien meilleur que du chlortoluron ou autre chose sur un tas de trucs. On déconseille fortement à qui que ce soit d'en avaler ces doses-là ou leur mettre dans le décor. Donc on sait ça, c'est que quand on fait une bêtise, que 1 gramme de matière active s'échappe d'une zone traitée vers un ruisseau, alors on l'a pris de 1 mètre sur 1 mètre, pourquoi pas, on va pouvoir sur 10 km détecter 0,1 microgramme par litre. Les moyens de détection aujourd'hui sont d'un tel niveau de finesse que celui qui laisse échapper 1 gramme, il fait une grosse bêtise pour la collectivité. Il l'a fait pour l'environnement immédiat et il l'a fait pour ses copains agriculteurs, parce qu'il ne va pas aider à garder les molécules à l'avenir. Alors ça, on le répète souvent, vous êtes passé en formation Certiphyto, j'imagine que vous avez eu des choses comme ça. Il y a un truc qu'il faut souligner, hein, c'est qu'il faut une maîtrise professionnelle extrêmement fine si on veut conserver quelques molécules dans les années qui viennent. Chaque goutte compte. La capsule, le bouchon sale, le truc rincé en faisant pas gaffe avec un peu qui coule en disant « c'est rien, ça c'est une brique ». Ouais, bah oui, c'est une bricole. C'est une bricole qui va faire qu'on va en retrouver systématiquement et qu'on va se faire allumer encore un petit peu plus. Donc là-dessus, soyez d'une propreté maniaque, méticuleuse, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et puis, et si on mélangeait tout ça? Alors là, pas mal d'agriculteurs chez qui on est allé, en leur demandant « et vous faites comment quand vous faites du mécanique ?» Alors moi je fais du mécanique pur, moi je fais du mécanique mélangé avec du chimique, moi je fais ci, moi je fais ça. Le H, c'est ou rotative ou hercétrille. Le C, c'est herbicide chimique, le B, c'est bineuse, sur du blé. Hein. Et donc on a des gens qui font 4 coups de hercétrille ou rotative. Là j'ai du 3 fois la bineuse, là j'ai du 2 bineuses, là j'ai du 4 hercétrilles et 2 chimiques. Bon, voilà. Un chimique, une bineuse, une hercétrie, une bineuse. Enfin, on a trouvé des combinaisons, un vrai catalogue de la redoute, des combinaisons de tout ce qu'on peut faire. Ce qu'on est allé regarder, c'est est-ce que c'est propre d'une pipe dans cette affaire-là. Quand c'est bleu, c'est du mécanique pur. Quand c'est vert, c'est du chimique pur. Quand c'est rouge, c'est du mécanique d'abord, chimique après. Quand c'est violet, c'est du chimique d'abord, mécanique après. On a essayé de ranger les trucs pour comprendre comment ça se passait. Alors, là aussi, à moitié vide, à moitié plein. Beaucoup de mécaniques pures sont à, disons, 50-60% d'efficacité. Mais pensez aux 50% obtenus avec le labour, etc. d'avant. Donc, si on fait la moitié de la moitié, ben, petit à petit, il en aura moins quand même. C'est sûr qu'il y a des chimiques qui sont bien placés. Il y en a des moyens. Hein. Et puis, il y a des combinaisons intéressantes. Chimique devant, bineuse après. Hercétrie au début, chimique entre les deux, on finit si nécessaire. Donc, pour moi, un des avenirs, il va être dans cet aspect-là. Ce qu'on a vu assez souvent, c'est que ce qui est très heureux, notamment quand on a des graminées, c'est le chimique au début et le mécanique après. On arrive aujourd'hui à biner des blés. Ça ne va pas si mal que ça. Un peu d'avenir encore. Aujourd'hui, ça fourmille dans... Ouais, on va les reconnaître d'en haut, les mauvaises herbes, on va les cibler, etc. Enfin bref, des robots, etc. Il y a Paul dans la salle, je ne sais plus où il est passé, enfin bon, il vous en parlera peut-être. Donc à Ravalis, notre boulot, c'est d'aller regarder ça. Je ne vais rien dire là-dessus, cartographie par drone, pour l'instant c'est nul. Il ne sait pas reconnaître un blé d'un gras, c'est un bazar extraordinaire, mais ça va s'arranger. C'est une histoire de temps que les super ingénieurs nous fassent quelque chose. Mais pour l'instant, rêvez pas trop sur ce truc. Les robots autonomes pour mettre du chimique. Je les reconnais, pchit. Les robots autonomes pour faire du mécanique. Je bine automatiquement. Quelques exemples.
En Australie, désherbage sur chaume pour mettre le glyphosate juste là où il y a une mauvaise herbe. Il faut dire que l'Australie, c'est tellement sec que dans des repousses d'automne, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça serait bien bête de tartiner toute la surface du produit alors qu'il y a un pet vert par-ci par-là. Cette année, chez nous, pas bien loin de l'Australie. Donc Trimble a ça. NDVI, ça veut dire qu'il reconnaît la surface verte, et puis c'est tout. Il y a une petite caméra là, il y a des buses asservies, vous voyez, les deux buses là, elles crachent parce qu'il y a celle-là en dessous. Celle-là, elle ne crache pas parce qu'il n'y a rien dessous, et les deux autres crachent, etc. On divise évidemment les quantités de chimie par considérablement, puisqu'on va juste traiter sur la cible. Capteur embarqué sur tracteur, on est en Angleterre, là, gare Ford, ça marche pour l'instant que sur maraîchage, et là, on désherbe sur la culture en place, avec là aussi alors on voit les rangs sur l'écran de contrôle du tracteur, on a les caméras là-haut, et on a une commande buse à buse qui va faire les rangées en coup de spray là aussi au moment où ça va bien. Bon, ils disent qu'ils ne vont pas le vendre en France pour l'instant, mais ça c'est vendu aujourd'hui, pas bien loin de chez nous. Désherbage, toujours avec des robots autonomes, on est plutôt pour demain. On a vu un premier prototype, on bosse avec cette société suisse qui a un robot auto-alimenté par panneaux solaires de manière à ne pas être dépendant d'une source d'énergie, et là aussi qui va envoyer au bout des buses ici un spray localisé sur les mauvaises herbes en place dans la culture. On l'imagine un petit peu plus pour les plantes sarclées à grand écartement, mais ça viendra aussi pour le blé. Alors quand on dit pour demain, dans un an ou deux, on a un prototype et on va le tester sur nos fermes, et puis ensuite on verra. Désherbage mécanique guidé, le RTK, Christophe en a parlé, c'est formidable pour l'agriculture. Lorsqu'on utilise un RTK sur un semoir, on est précis à 1,5 cm près, et sur la bineuse derrière, pareil. Elle est précise à 1,5 cm près. Elle ne s'écartera pas de plus de ça, de sa trajectoire. Donc on peut imaginer des choses. On a ici, sur une exploitation en maïs semence, je pense qu'on est du côté de Pau, bon, facile, le binage sur maïs, mais là on est sur blé, à Boineville. On arrive à biner du blé sur des écartements autour de 20 cm. On pourra sans doute gratter encore un petit peu et tomber au 17 ou au 18, ça va pas mal, avec des résultats satisfaisants. Pas suffisant en binage seul, mais en mixte chimique binage, on arrive à faire des choses. Les robots autonomes, alors celui-ci il est très connu, il est dans tous les salons, tous les tests, le petit os de Naïo. Bon, il est pour l'instant pas trop pour des grandes cultures, ce petit machin-là, mais ils ont un porte-outil en prototype ici, qui déjà sera d'une taille un peu supérieure. Monsieur Lédier parlait d'écuma, on imagine quand même assez bien ça. Alors, peut-être pas dans chaque ferme, hein, c'est sûr, au prix que ça va coûter, mais une réflexion en cuma, on est un peu moins dépendant du climat peut-être que le chimique, il y a peut-être des choses à partager à l'avenir. Donc il y a de l'espoir dans tout ça. Puis celui-là, je voulais garder pour la fin, alors il est pour après-demain. Hein. Les Américains, ça c'est des idées fumantes. Ils reconnaissent les mauvaises herbes, ils les pulvérisent, mais pas avec un produit chimique. C'est des rafles de maïs desséchés et ils les passent comme au sablage de la maison carrée à Nîmes pour les nettoyer, quoi. Alors elles sont bien nettoyées après, elles sont raclées mécaniquement en les blessant tellement fortement que ça finit par les tuer. Évidemment, la rafle de maïs se décompose, etc. Je ne vous dis pas l'idée géniale du truc, c'est quand même, l'USDA, c'est le ministère américain de l'agriculture. Bon, elle n'est pas tout à fait arrivée, mais bon. Donc, franchement, on a intérêt à conserver nos matières actives chimiques, et c'est pas mûr pour s'en passer immédiatement et de tout, ou alors il faut tous devenir bio, mais il y aura d'autres soucis. La propreté, pas d'application systématique, il faut qu'on vraiment soit des bons élèves du raisonné. La combinaison mécanique-chimique, oui, on va faire des choses, et notamment avec une bineuse, et même sur blé. Et les technologies numériques, aujourd'hui, elles peuvent faire sourire, on peut dire c'est pas pour chez moi, c'est pas mûr, mais ça va tellement vite, ça change en 1 an, en 2 ans, il y aura des solutions, c'est sûr. Elles seront très probablement collectives. Vous n'allez pas tous vous acheter le super robot Naïo, désolé pour ceux qui adorent avoir de la ferraille. Conclusion de tout ça, on sait qu'il faut associer les techniques, qu'il faut faire de la prévention et du désherbage, du chimique et du mécanique. On va tous vers ça. Notez quand même, comme l'a dit tout à l'heure Béranger justement, on va troquer du chimique contre du gaz à effet de serre. C'est inévitable. C'est ce que le bio fait déjà, de fait. Donc là, il faudra un moment être clair sur qu'est-ce qu'on demande à l'agriculture. Vous voulez quoi? On peut relativiser le truc, c'est que quand même, ça ne consomme pas des quantités de gaz à effet de serre considérables de pâté une bineuse. Ce qui consomme le plus de gaz à effet de serre dans une grande culture, enfin surtout en céréales à paille, c'est l'azote.
La synthèse de l'engrais azoté, c'est ça dans votre affaire. Hein. Et puis si on faisait la fabrication des tracteurs, etc., l'énergie grise, comme on dit, ben, ça doit en faire pas mal. Alors ceci dit, quand on se traîne un pétard de décompacteur derrière un gros tracteur, le calcul énergie dépensée, il est monumental. Il faudra trancher, mais ça sera l'un contre l'autre. Et finalement, on revient à notre 18e siècle. Parce que l'énergie dépensée par nos 12 jours de bonshommes dans les champs, là, bah vous l'avez transformée temporairement en énergie chimique qui n'a pas coûté très cher, et on va la retransformer en énergie mécanique. Ben, c'est un peu ça qui se passe. J'insiste sur la notion de diagnostic à la parcelle. C'est fini, on fait toute l'exploitation, puis ça roule. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut bien connaître ses risques, il faut bien connaître ses possibilités techniques, le matériel qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a une méthode à construire, hein, parce que si chaque agriculteur doit se débrouiller tout seul en disant « Oh là là, moi je vais visiter mes 50, 60, 100 parcelles pour me dire « Tiens, là, il y a de la folle avoine, il y a du machin », il faut qu'on s'y mette tous ensemble. » On a besoin d'essayer. Voilà, on a des essayeurs, là. On a besoin d'aller leur pomper l'expérience. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, préconisateurs, on a besoin de s'y mettre aussi, parce que aussi, on a vécu sur la chimie, donc il faut évoluer. Et il y a sans doute de la formation, un système de partage à faire. Il faudra qu'on le fasse évidemment tous ensemble, chacun de son côté. On se doute que ça ne sera pas très productif. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, sur ce sujet.